Au sommaire de ce journal, l'église évangélique La Bonne Semence a organisé un culte spécial à l'occasion de la Pâque. Le siège des églises Mission Pentecôtiste Internationale de Bon-Berger a organisé un moment de célébration de la fête de Pâques. Le samedi 22 avril dernier, le ministère d'évangélisation mondiale Bethel d'Abidjan, Hongrie, a organisé la première édition des consultations foraines. La capitale guinéenne Conakry est devenue la 17e capitale mondiale du livre depuis le 23 avril 2017. Les vins sud-africains rivalisent avec les meilleurs Bordeaux ou Bourgogne dans les classements internationaux. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition du journal sur Béni TV. Débutons par l'église évangélique La Bonne Semence de la prophétesse Nampé Solange qui a organisé un culte très spécial pour célébrer la résurrection de notre Seigneur. À l'instar de toutes les communautés chrétiennes, l'église évangélique La Bonne Semence, dirigée par la prophétesse Nampé, a célébré dans une grande ferveur la fête de Pâques. C'est en présence d'éminents serviteurs de Dieu que le peuple a manifesté la joie de la résurrection à travers des louanges et des danses. Cette glorieuse fête a été particulièrement marquée par la pertinente exhortation du prophète Dominique Nguessan sur le sens profond de la Pâque. Se fondant sur l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16, il a rappelé que Pâques est le résumé même de l'expression forte de l'amour de Dieu pour les humains. Parce que célébrer la Pâque, c'est rendre gloire à l'agneau de Dieu qui a été immolé pour toutes les familles de la terre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce culte a été par ailleurs l'occasion parfaite de présenter au peuple de Dieu le calendrier chrétien initié par le prophète Dominique Nguessan. Il nous en donne ici quelques précisions. Chaque fois nous faisons sortir un calendrier. Le mois d'avril dans lequel nous étions, on a toujours été, devient le mois de la louange à Dieu. Et le mois de mars devient le mois du triomphe divin, notre dernier mois. Et cette année est dénommée année relâche. La Pâque, le mois d'avril, c'est notre nouvelle année, l'année des enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Nous devons oublier le mois de janvier, car notre nouvelle année, notre vraie nouvelle année, l'année des chrétiens, c'est le mois d'avril. Un repas copieux, digne d'une fête de Pâques, a couronné cette cérémonie. Toujours à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques édition 2017, la mission pentecôtiste internationale de la prophétesse Alice Nguessan a organisé un moment de célébration très spécial. Adoration et intenses moments de prière ont marqué la deuxième croisade d'évangélisation plein air de la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger, organisée par son église annexe de Makori. Après ces prières offensives, le peuple du Bon Berger a loué l'Éternel des armées avec des artistes chantres invités. Avec à sa tête la prophétesse missionnaire Alice Nguessan, fondatrice de la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger. Avec pour but de gagner des âmes à Christ et libérer les vies des liens de captivité, cette croisade d'évangélisation a été l'occasion pour la prophétesse missionnaire d'édifier les chrétiens sur le plan de Dieu dans la vie de l'homme. Jésus est venu sur la terre. Il a confirmé que ce que le Père a annoncé est vérité. Il a dit aux disciples, attendez à Jérusalem, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le spirituel marche avec le Saint-Esprit. Ce soir, que la chair ne prend pas le contrôle. Ce soir, que les œuvres sataniques ne se manifestent pas. Lève-toi et descends ton onction. Descends comme tu es descendu le jour de la Pentecôte. Ce que nous invitons
La prophétesse missionnaire a ensuite fait l'appel des nouvelles âmes avant d'exécuter le ministère de la prophétie et de la délivrance. Il sait que tu es tout pour lui. Il sait que tu es tout pour lui. Cet esprit, il le sait. Dans sa avance. Tu la visites maintenant. Tu reçois ce don. Tu reçois ce don. Sous onction du Saint-Esprit, la prophétesse missionnaire a renvoyé libres les opprimés et brisé tous les liens de captivité. Je vous dis la vérité. Des prières d'ensemble de reconquête spirituelle et des moments de louange ont mis fin à cette veillée croisade d'évangélisation de la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger de Marcory. Le samedi 22 avril 2017, le ministère d'évangélisation mondiale Bethel a organisé des consultations foraines. Suivons cet élément pour plus de détails. Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est en obéissance à ce verset biblique que le ministère d'évangélisation mondiale Bethel d'Angré, en collaboration avec le centre communautaire de la dite commune, a organisé des consultations foraines ce samedi 22 avril 2017 à son siège de Cocody-Angré. La population de la commune, composée en majorité de femmes et d'enfants, s'est déplacée massivement pour bénéficier des soins gratuits offerts par les différents agents de santé présents sur place. Au-delà de l'aspect médical qui consistait à apporter une aide suivie d'un traitement adapté, le ministère d'évangélisation mondiale Bethel d'Angré a également mis l'accent sur le volet spirituel, comme en témoigne son premier responsable. En tant que chrétien, la Bible dit que nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et il y a véritablement un besoin dans la communauté. Alors nous avons organisé cette audience foraine pour donner l'opportunité à ceux qui n'ont pas accès à certains soins de santé de pouvoir les recevoir gratuitement ici à l'église. Ces consultations foraines n'auraient été possibles sans la contribution de l'ONG International Health Partners qui a fait un important don de médicaments. Soutenir le corps du Christ en Côte d'Ivoire, histoire de soulager un peu nos frères et sœurs en leur apportant des médicaments, qui est aussi une manifestation de l'amour de Christ pour nos voisins. C'est totalement restaurée et satisfaite que les populations sont retournées chez elles. Entamons la page africaine dans cette édition en débutant par le Burkina Faso où plusieurs organisations de la société civile réclament la dissolution de la coalition politique CODER. 6 mois après la création de la CODER, l'heure est au bilan pour ses membres. Un bilan que la coalition juge satisfaisant, et ce, malgré la volonté naissante d'une partie de la société civile qui réclame sa dissolution. L'action de la coalition, à en croire son président sortant, Maître Gilbert Noël Ouédraogo, est loin d'être un échec. Comme nous le disons, la réconciliation telle que prône la CODER, ce n'est pas dans l'intérêt de la CODER, c'est dans l'intérêt du peuple burkinabé, de la jeunesse burkinabé et de la femme burkinabé. Nous pensons qu'il y a des contentieux que nous drainons depuis des années. Et il est temps que nous puissions évacuer courageusement ces contentieux-là. Après avoir rencontré les anciens chefs d'État, à l'exception de Isaac Zida, les plus hautes autorités du pays et diverses organisations, la réconciliation reste désormais une question purement politique selon la coalition. Loin de vouloir se substituer au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, la CODER dit croire en ses offres qui sont la justice, la relance de l'économie et la sauvegarde de la démocratie. La finalité étant d'aboutir à la tenue d'un forum national sur la réconciliation que la coalition souhaite voir convoqué par le président du Faso lui-même. En ce qui concerne notre démarche, nous sommes d'accord que certains ne soient pas d'accord avec nous. C'est ça la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on analyse les choses de cette façon et qu'on se dise que la démocratie est un État dans lequel nous devons tous et chacun cultiver l'esprit démocratique. Depuis sa création en octobre 2016, 2 présidents se sont succédés à la tête de la coalition. Maître Gilbert Noël a succédé à la présidence de Ablassé Ouédraogo le 19 janvier 2017, 3 mois après que celui-ci l'ait dirigé. Le jeudi 20 avril 2017,
C'est Rasmane Ouedraogo, président de la nouvelle alliance du Faso, NAFA, qui tient désormais les rênes de l'organisation. La Centrafrique se dirige vers un accord de désarmement, une première des autorités et des acteurs militaro-politiques. Un succès remarquable, c'est le sentiment général après la première réunion ce vendredi des autorités centrafricaines avec l'ensemble des groupes armés responsables de nombreuses exactions en Centrafrique. Objectif, mettre en œuvre un accord de désarmement. Assis pour la première fois à la table des négociations, le FPRC, une faction de l'ex-rébellion Séléka, a exigé entre autres de participer au futur gouvernement, en plus de la mise en place de forces mixtes musulmanes et chrétiennes. Financé à hauteur de 45 millions de dollars par la Banque mondiale, l'ONU et la Centrafrique, le programme de désarmement prévoit la réintégration de près de 5000 rebelles. La prochaine réunion du comité se tiendra fin mai. Depuis 2013, la Centrafrique peine à se relever du conflit provoqué par le renversement de l'ex-président François Bozizé par la rébellion de la Séléka à majorité musulmane. La riposte des chrétiens anti-Balaka a provoqué des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. La conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo s'inquiète de la persistance de la crise politique. Les évêques estiment que la désignation du Premier ministre est une entorse à l'accord du 31 décembre dernier. La conférence épiscopale nationale en République démocratique du Congo, CENCO, craint une situation pouvant retarder davantage la tenue de la présidentielle prévue au plus tard en décembre 2017. Se prononçant vendredi 21 avril sur la récente nomination de Bruno Tsibala au poste de Premier ministre par le chef de l'État Joseph Kabila, l'épiscopat congolais a dénoncé une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour la CENCO, la rencontre entre le chef de l'État et le chef de la délégation du rassemblement dans les négociations était impératif avant le choix de l'actuel chef de gouvernement. La majorité avait posé des conditions comme quoi la nomination du Premier ministre ne pouvait intervenir qu'après la signature de l'arrangement particulier. Et donc, à partir du moment où les modalités de nomination du Premier ministre n'avaient pas été précisées, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un accord qui s'est dégagé sur comment nommer le Premier ministre. Et à partir de ce moment-là, une nomination qui ne s'insère pas dans le cadre de ce que les arrangements particuliers devaient prévoir n'est tout simplement pas régulière. Je crois que c'est là qui fonde la position de la CENCO. Selon les termes de l'accord politique du 31 décembre 2016, le président Joseph Kabila devait rencontrer Félix Tshisekedi, qui a pris les rênes du rassemblement en sa qualité de chef des négociateurs de l'opposition. La rencontre n'a jamais eu lieu, mais Bruno Tsibala a été nommé. La CENCO se plaint aujourd'hui de la léthargie concernant la décrispation politique convenue lors des négociations directes. La mission de la CENCO, la mission des bons offices, a pris fin. Aujourd'hui, il n'est aucun Premier ministre, il est difficile pour un Premier ministre d'avoir l'unanimité de toute l'opposition, de tous les individus membres de l'opposition. Chacun est libre d'évaluer, d'apprécier la compétence, la popularité du Premier ministre. Mais il est Premier ministre désigné et nommé conformément au processus mis en place par l'accord. Bruno Tsibala a été nommé Premier ministre le 7 avril 2017, quelques jours après avoir été exclu du rassemblement de l'opposition. Pour de nombreux Congolais, sa nomination traduit la persistance de la crise et le refus des différents acteurs d'œuvrer pour un dénouement pacifique. Dans les criques du delta du Niger, la marine nigériane mène une guerre quotidienne pour lutter contre les raffineries illégales de pétrole qui sévissent dans le pays. Lourdement armés, ces soldats de la marine nigériane sillonnent la mangrove du delta du Niger. Ils font partie de l'opération sécurité au delta. Ils sont à la recherche de pilleurs d'or noir. Le mandat de l'opération sécurité au Delta, c'est essentiellement de protéger les infrastructures pétrolières et gazières, de détecter et empêcher le militantisme, la piraterie en mer, le vol de pétrole brut et toute autre forme de criminalité qui aurait un impact négatif sur l'économie du Nigeria dans cette région. Composée de 7000 soldats, l'opération traque les contrebandiers qui siphonnent le pétrole des pipelines pour ensuite le distiller artisanalement avant de le revendre. Une activité clandestine lucrative, mais aux conséquences dramatiques sur l'environnement.
Les dégâts de ces raffineries illégales sont très importants. Vous pouvez le voir, l'environnement est détruit, le commerce dans les criques n'est plus possible et la vie aquatique est éteinte. Très dépendante de son pétrole, l'économie nigériane a été durement frappée par les sabotages à répétition menés par des groupes armés sur ses installations pétrolifères. En 2016, sa production a chuté de presque 50% avant de revenir à 2,2 millions de barils par jour en 2017. Pour décourager les contrebandiers, l'armée utilise désormais un bulldozer pour détruire définitivement les raffineries. Avant, on démantelait ces raffineries manuellement et les criminels revenaient 3 jours ou 1 semaine plus tard pour les reconstruire. Étant donné que la plupart des matériaux qu'ils utilisent ici sont résistants à la chaleur, nous utilisons un bulldozer pour écraser les matériaux et cela leur revient très cher de réactiver ces raffineries. Plus grande réserve d'hydrocarbures du continent africain, le Nigeria est gangréné par la corruption à tous les niveaux. Bien que le président Muhammadu Buhari a fait de la lutte contre la corruption l'une des priorités de son mandat, l'armée a déjà été accusée à plusieurs reprises de profiter illégalement de l'argent du pétrole. La ville de Conakry est devenue la 17e capitale mondiale du livre depuis le 23 avril 2017. Conakry, nouveau temple du livre. La capitale guinéenne est devenue la 17e capitale mondiale du livre à partir de ce 23 avril et ce pendant une année. 12 mois durant lesquels l'art littéraire sera mis en valeur sous toutes ses formes, écriture, représentation théâtrale, ballet, atelier, etc. Ce rendez-vous culturel permettra chaque mois à des auteurs, cinéastes, comédiens et musiciens d'exprimer la richesse et la diversité de la culture guinéenne. Les autorités guinéennes, elles, espèrent profiter de cette année pour consolider leur politique de promotion du livre et accélérer les projets annoncés de construction de médiathèques dans chaque commune de la ville et des points de lecture dans chaque quartier. Projets évalués à près de 5 milliards de francs CFA et qui devraient fortement contribuer à la lutte contre l'analphabétisme dont le taux s'élève à 60% dans le pays. La qualité de ces programmes de lutte contre l'analphabétisme est d'ailleurs l'une des raisons du choix porté par l'UNESCO sur Conakry, première capitale africaine francophone à avoir été nommée depuis 2000 ans. Les vins sud-africains rivalisent avec les meilleurs Bordeaux ou Bourgogne dans les classements internationaux. Mais les prix ne décollent toujours pas malgré les exploitations prestigieuses qui se sentent menacées. C'est la saison des vendanges dans la région de Stellenbosch. Certains des meilleurs vins sud-africains sont produits sur ces collines depuis 350 ans. Les louanges abondent de la part des critiques, mais les prix restent bas. Il y a cette idée que l'Afrique du Sud produit des vins moins chers. Je dirais que les gens ne sont pas prêts à payer plus de 20-30 euros pour une bouteille de vin rouge et 15-20 euros pour une bouteille de blanc. Et je parle de plafond, donc la moyenne est bien moins élevée. Près de la moitié des 3200 membres de Vinpro, une association de producteurs, perdent de l'argent. 900 d'entre eux ont même mis la clé sous la porte ces 10 dernières années. Les vins sud-africains sont souvent perçus comme ayant un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils ont été présentés sur le marché international au début, mais c'est devenu un fardeau. Parce qu'ils ne sont pas juste bon marché, ce sont souvent des vins exceptionnels qui méritent des prix plus élevés. Le secteur viticole emploie près de 300 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Mais peu de Sud-Africains boivent du vin. Les producteurs sont donc obligés de courtiser de nouveaux clients. En termes de pouvoir d'achat, la classe moyenne noire sud-africaine dépasse désormais la population blanche. Donc si vous ne ciblez pas cette catégorie de clients, vous réduisez votre marché de moitié en quelque sorte. Et votre chance de sauver l'industrie diminue d'autant. À l'export, les vins sud-africains souffrent d'une concurrence féroce des vins australiens et chiliens sur leur marché traditionnel en Europe. Le 8e producteur de vin au monde a donc intérêt à trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine et sur le continent africain.
Ouvrons la page internationale de cette édition en débutant par la présidentielle en France. Le second tour de cette présidentielle va opposer le 7 mai prochain le pro-centriste européen Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle le 7 mai prochain. Lors du premier tour, le candidat centriste d'En Marche est arrivé en tête avec environ 23% des suffrages, suivi de très près par la candidate de l'extrême droite. C'est la première fois que les deux grandes formations qui dominent la vie électorale depuis près d'un demi-siècle sont éliminées au premier tour. François Fillon, les Républicains, à la troisième place, a obtenu environ 20% et Benoît Hamon, du Parti socialiste, avec près de 6%, arrive en 5e position. La campagne du candidat de Les Républicains a été plombée par le scandale d'emploi fictif présumé accordé à son épouse et ses 2 enfants. Benoît Hamon, lui, a été victime des divisions d'un Parti socialiste usé après 5 ans d'exercice du pouvoir et par la montée de la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon, qui a obtenu la 4e place, juste derrière François Fillon. Marine Le Pen, 48 ans, présidente du FN, a promis d'en finir avec l'euro et la libre circulation dans l'espace Schengen. À 39 ans et jamais élu, Emmanuel Macron a mené une campagne sur une ligne pro-européenne et un programme libéral. Malgré une campagne électorale marquée par la menace terroriste, les Français se sont mobilisés. La participation a dépassé les 70%, un des meilleurs niveaux depuis 40 ans. La bataille pour ce second tour de la présidentielle française a démarré depuis ce lundi entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en position de favori, l'élimination du PS et des Républicains. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen remportera le second tour de la présidentielle française le dimanche 7 mai. Le candidat d'En Marche décroche près de 23,5% des suffrages selon les derniers résultats, contre un peu plus de 22% pour son adversaire du Front National. Pas de réelle surprise donc, si ce n'est le taux de participation qui avoisine les 80%, loin des prédictions plus pessimistes des sondages. Quant à l'attentat des Champs-Élysées, qui a coûté la vie à un policier 3 jours avant le scrutin, il n'aurait guère pesé sur le choix des électeurs. Pour le président chinois, son homologue américain doit faire preuve de retenue vis-à-vis de la Corée du Nord. Xi Jinping l'a dit à Donald Trump lors d'un appel téléphonique ce lundi. Le président chinois Xi Jinping a appelé Donald Trump à la retenue lundi vis-à-vis de la Corée du Nord lors d'un appel téléphonique. Le président américain a contacté son homologue chinois après s'être entretenu pendant près d'une demi-heure avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Les 2 hommes sont d'accord pour maintenir une étroite collaboration sur ce dossier. Washington et ses alliés craignent un 6e essai de missiles nucléaires de la Corée du Nord, malgré les sanctions de l'ONU dont elle fait l'objet. Un porte-avions américain et son escorte sont en route vers les eaux territoriales de Pyongyang. Dimanche, 2 bâtiments de la marine japonaise l'ont rejoint pour un exercice bilatéral en mer des Philippines qui doit durer plusieurs jours. Au même moment, le régime nord-coréen a affirmé qu'il était prêt à couler le porte-avions américain qui se rapproche de ses eaux. Plus de 22 000 personnes ont été blessées lors d'un séisme qui a ravagé le Népal en avril 2015. 2 ans plus tard, de nombreuses victimes souffrent toujours de handicap. Plus de détails dans ce reportage. 2 ans après le séisme meurtrier d'avril 2015, le Népal continue de soigner ses blessés. Cette clinique, aménagée dans l'urgence à l'époque, n'a jamais cessé de fonctionner. On avait une salle de conférence, sans lit, sans rien. J'ai commencé à recevoir des patients par terre. Ensuite, j'ai ramené quelques matelas de chez moi et on a commencé comme ça. Le tremblement de terre, le pire du pays en 80 ans, a tué plus de 9000 personnes, fait 22 000 blessés et laissé de nombreuses personnes sans toit. Le système de santé népalais, déjà défaillant avant le séisme, a été complètement dépassé. Il n'y avait pas d'infrastructure pour faire de la rééducation ou des opérations dans la plupart des endroits touchés par le séisme. Donc juste après, les personnes qui avaient besoin de rééducation n'ont pas pu en bénéficier et ont souffert de raideurs articulaires ou de plaies infectées. Cet homme a contracté le tétanos à cause d'une simple coupure à la cheville pendant le tremblement de terre.
Aujourd'hui, Krishna est paralysé. Il était guide en montagne avant la catastrophe. Ça me rend tellement triste. Parce qu'il travaillait dur pour nourrir sa famille et maintenant il est dans cet état. D'après un rapport des Nations Unies, une bonne prise en charge médicale aurait pu éviter un grand nombre de handicaps après le séisme. Aujourd'hui, ce sont des organismes privés et des ONG étrangères qui assurent le suivi des blessés. Je suis frustré de voir que des centaines de patients ont encore besoin d'être opérés et d'être suivis médicalement, et que notre gouvernement ne fait pas grand-chose. 3000 personnes seraient aujourd'hui handicapées de façon permanente à cause du séisme. Le gouvernement népalais promet des aides financières supplémentaires. En attendant, la clinique de Samrat est l'une des rares du pays à traiter des patients gratuitement, dans la durée. Elle est financée uniquement par des dons. L'attaque contre le bus du club de football de Dortmund n'avait pas un mobile terroriste, mais plutôt financier. Selon la police allemande, le suspect arrêté voulait se faire de l'argent. 10 jours après l'attaque du bus des joueurs de foot du Borussia Dortmund, l'auteur présumé de l'explosion a finalement été arrêté. Annonce du parquet fédéral allemand ce vendredi. Le parquet fédéral a fait arrêter aujourd'hui, le 21 avril 2017, un ressortissant germano-russe de 28 ans, Sergei W., par les agents du GSG9. D'après les enquêteurs, le suspect avait un mobile financier. Il spéculait sur une baisse du prix de l'action du club de Dortmund et aurait donc voulu s'enrichir en attaquant l'équipe. Rien à voir avec le terrorisme islamiste, tout d'abord envisagé. Les policiers avaient en effet retrouvé sur place une lettre de revendication suggérant une piste islamiste, mais les enquêteurs avaient rapidement émis des doutes sur son authenticité. Les autorités avaient alors ouvert une enquête pour tentative d'homicide, sans utiliser la qualification d'attentat terroriste. Une attaque qui avait semé la peur le 11 avril dernier, juste avant un match important de Ligue des Champions. Le bus de l'équipe allemande avait été touché par 3 explosions qui ont soufflé une vitre à l'arrière du véhicule. Un joueur et un policier avaient été blessés. Le match reporté au lendemain. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ici que se referment les portes de cette édition. Très bonne suite de programme sur The Blessing Channel.